Merci d'être vaillant et d'être resté jusqu'à cette heure tardive euh, pour rencontrer deux personnes charmantes et très sympathiques. Euh, à ma gauche, Jérémy Dress, qui est l'auteur de Le jour où j'ai rencontré Ben Laden, et encore plus à gauche, Mourad Benchelali, qui est son principal héros. Donc, Le jour où j'ai rencontré Ben Laden est un roman graphique. C'est un genre qui s'est largement développé en France depuis une décennie. Jérémy Dress, qui est un auteur jeune et néanmoins prolifique, il en est à c'est son 5e roman graphique. Pour ceux qui s'intéressent à la région, je citerai aussi, si je t'oublie, Alexandrie, qui fait une belle part à la nostalgie. Mais il y a aussi un intérêt très fort pour l'histoire, la grande histoire, à travers des petites histoires, dans tout le travail de Jérémy, qu'on retrouve dans son roman sur Auschwitz. Nous n'irons pas voir Auschwitz, qu'on retrouve aussi, en tout cas, j'ai pas eu la chance de le lire, mais dans Dispersé dans Babylone. On voit bien qu'il y a la volonté de faire résonner une grande histoire, des grands mythes comme ça, et la volonté de les aborder de manière extrêmement personnelle. Et c'est ce qui a poussé à cette rencontre avec Mourad Benchelali, que j'ai le plaisir de suivre depuis des années déjà. C'était moins un plaisir pour lui parce que la première fois que je l'ai rencontré, en fait, il était dans le box de la cour d'assises de Paris. Et c'était au retour de son séjour à Guantanamo, où il était jugé pour séjour sur zone, comme on dit, après avoir déjà passé 5 années en détention, enfin à peu près, dans un lieu de non-droit, qui est Guantanamo. Je me souviens très bien qu'à l'époque, ce qui se posait, c'était notamment le fait que les preuves avancées par le ministère public étaient des documents issus des services, des interrogatoires américains réalisés à Guantanamo, qui n'avaient aucune valeur juridique et judiciaire. Donc, on se trouvait déjà à l'époque dans les problèmes dans lesquels on se trouve aujourd'hui dans le cadre de la justice antiterroriste, mais où je pense qu'à l'époque on prenait un peu plus de temps pour les examiner parce que les affaires étaient moins nombreuses et l'opinion publique peut-être moins consensuelle sur la question. La question du terrorisme paraissait plus lointaine. Après cette introduction, je vais moins parler pour beaucoup plus donner la parole aux auteurs, aux co-auteurs, avec Nizar Sassi qui n'est pas là ce soir, bien évidemment, mais aux co-auteurs de cette BD, de ce roman graphique. Et la première question que je voudrais poser aux deux invités d'aujourd'hui, c'est comment s'est passée la rencontre. Alors, elle est racontée dans la BD, dans le roman, pour ceux qui l'ont lu, mais vous l'avez peut-être pas forcément tous lu. Et de quoi est né ce livre? C'est Jérémy, je pense, qui a pris l'initiative de contacter Mourad. Racontez-nous. Bonjour à tous et merci d'assister à cette rencontre autour de ce livre. Oui, effectivement, comment est née cette rencontre? Je le raconte effectivement dans le livre. En fait, moi, j'avais jamais entendu, pour le coup, c'est vrai que Christophe Hayat parlait de la première fois qu'il avait entendu parler de Mourad. Moi, ça a été bien plus tard, en fait, finalement, parce que c'est vrai que Mourad et Nizar, mais plus Mourad, a souvent été amené à prendre la parole pour raconter son témoignage, raconter son expérience. Et moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était dans cette émission qui s'appelle Les Pieds sur Terre, où en fait, c'est un témoignage, mais en fait, c'est le témoignage à la fois de Mourad et Nizar qui s'entremêlent comme ça. Et moi, j'avais trouvé ça très très fort. Et en fait, j'étais même surpris d'être passé à côté. Et en fait, ce que je trouvais très fort, c'est que je l'ai entendu en 2016. Et c'est comme si j'avais l'impression qu'on parlait de personnes qui étaient parties plus tard en Syrie. Enfin, je trouvais ça
en fait très moderne, très récent, très contemporain, alors que c'était pourtant une histoire plus ancienne. Et donc ces témoignages m'ont vraiment perturbé, ému et tout ça. Et du coup, je me suis dit, voilà, j'aimerais bien essayer d'en faire quelque chose parce que c'était pour le coup très sonore, parce que voilà, c'était une émission de radio. Et je voyais toutes les images, je voyais tout à fait le roman graphique qui pouvait s'écrire à partir de là. Et c'est comme ça que j'ai été amené à contacter Mourad. Et en fait, comme Mourad intervient pas mal en milieu pénitentiaire, mais aussi dans les établissements scolaires, lycées, tout ça, il m'avait dit qu'effectivement, ça pouvait effectivement l'intéresser, qu'il y ait un outil comme ça, un roman graphique qui peut paraître comme ça, accessible à un large public, au jeune public, qu'il puisse y avoir en fait ce roman qui existe, ce roman graphique qui existe, comme ça, effectivement, ça pourrait donner l'envie à des jeunes, notamment, de prendre connaissance de son histoire, et puis, bien sûr, dans l'idée aussi de prévention de la radicalisation. Donc c'est comme ça que je l'ai contacté. Il était complètement intéressé. Il s'est avéré aussi que m'a donné le contact de Nizar, et c'est vrai que Nizar aussi était partant. Et à partir de là, il y avait tout. Donc voilà. Et c'est tout à votre honneur d'avoir travaillé avec des co-auteurs et non pas sur une matière. C'est-à-dire, c'est un roman qui s'est écrit ensemble. Donc maintenant, j'ai le plaisir de présenter Mourad très très brièvement, mais il est médiateur du fait religieux. Il a été l'un des rares Français à être passé par Guantanamo. Je ne vais pas vous détailler sa longue mésaventure, parce que c'est justement l'objet d'abord d'un livre qu'il a fait, qui s'appelle Le piège de l'aventure. Et qui raconte son parcours. C'est aussi l'objet de nombreuses conférences qu'il donne, et c'est l'objet de ce roman graphique. Alors, Mourad, est-ce que de temps en temps, vous n'en avez pas marre de revenir à cette histoire, comme si votre vie se résumait à cet épisode qui démarre en 1999, 2-3 mois avant le 11 septembre. Mauvais choix de timing, mais vous pouviez évidemment pas savoir ce qui allait se passer par la suite. Alors bonsoir à tous. Alors merci d'abord. L'honneur est pour moi, et je suis fier de connaître, d'avoir fait la rencontre de Jérémy, et très honoré que ce soit M. Ayad, que je suis aussi un journaliste que je suis depuis un moment, pour animer cette conférence. En fait, lorsque Jérémy vient me voir pour faire cette conférence, pour faire cette bande dessinée, je suis un peu fatigué, c'est une longue journée en fait. Et c'est une bonne nouvelle parce que je tente de faire de la prévention pour les jeunes, parce que j'avais vu en fait en sortant de mes prisons que des jeunes pouvaient être attirés par la même histoire que la mienne, mais pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que des jeunes disaient j'ai entendu Mourad Benchilali dans les médias, etc. Et c'est un djihadiste. Et parce que c'est un djihadiste, j'aimerais avoir le même parcours que lui, parce que je trouve ça valorisant, etc., chevaleresque. Et moi, ça me gênait, en fait. Ça me gênait, évidemment, pour plein de raisons évidentes. Parce oui, que c'est un terrible malentendu. Alors d'abord, sur un terrible malentendu, parce que je leur expliquais que je n'étais pas parti en Afghanistan, malgré les apparences, pour faire le djihad. Je suis parti pour faire plaisir à un frère que j'aimais, que j'admirais, dans un contexte qui était aussi très particulier, et avec beaucoup d'ignorance aussi. Et puis, en tout cas, j'ai compris tout de suite que je devais témoigner pour sensibiliser ces jeunes et leur montrer cet envers du décor de la réalité d'une terre de djihad, en fait. Parce que je leur disais, mais est-ce que vous vous rendez compte, vous parlez du djihad, mais est-ce que vous savez réellement de quoi il s'agit? Parce que quand j'étais en Afghanistan, j'ai vu des personnes légitimer les attentats suicides, expliquer que poser des bombes, faire des attentats était un outil comme un autre, asymétrique, etc., mais que c'était, de leur point de vue, légitime dans la religion. Et donc c'était extrêmement grave, et je considérais que je ne pouvais pas ne rien faire face à ça. Et donc quand Jérémy vient me voir pour me proposer cette bande dessinée, je suis content parce que je fais de la prévention depuis plusieurs années, mais je sens que j'ai quand même pas mal de difficultés à
à accompagner les jeunes dans leur imaginaire et à essayer de leur transmettre un peu les endroits par lesquels je suis passé, parce qu'eux n'ont pas forcément connu Osama Ben Laden, ils n'ont pas connu les camps d'entraînement, ils n'ont pas connu Al-Qaïda. Et donc c'est difficile. Vous voulez dire, ils n'ont pas beaucoup d'images, ils n'ont pas beaucoup d'images pour se représenter cette époque-là, ce monde-là. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que quand je fais de la prévention, je m'adresse généralement aux lycéens, à des collégiens aussi, et ils sont nés bien après les attentats du 11 septembre. Et donc c'est une histoire qui ne leur parle pas forcément, ils ont entendu parler après, a posteriori, mais c'est vrai que pour eux, pour comprendre qui était réellement Osama Ben Laden, qu'est-ce qui était Guantanamo et surtout ce qu'il s'était passé avant ça en Afghanistan, c'est vrai qu'ils ont du mal à l'imaginer. Et donc cette bande dessinée, ça permettait de mettre des images et voilà une réalité en tout cas dans ce témoignage. Alors justement, dans le travail que vous avez fait, ces sortes d'allers-retours qu'on imagine d'entretien, de rendez-vous, comment vous arrivez à transmettre une atmosphère des lieux à quelqu'un qui ne les a jamais vus et ne les verra probablement jamais. L'Afghanistan, c'est un pays assez peu accessible au grand public. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison de s'y retrouver. On ne croule pas sous la documentation et les images. Il y a des images de conflits. Mais franchement, et en plus, ces camps-là étaient très peu documentés parce que leur but était quand même de rester secret. Je parle des camps, pour le coup, d'hébergement puis d'entraînement des combattants djihadistes en Afghanistan. Donc, tout comme les arrières-cuisines à Londres où on vous donne un faux passeport, etc., ce monde-là, comment vous faites pour le rendre palpable auprès d'un dessinateur qui, lui, il faut qu'il passe par l'image, quoi. Je pense pas que ce soit à moi de répondre à cette question, parce que c'est Jérémy qui a fait la bande dessinée, mais je voudrais rendre hommage aussi à son effort, parce que Jérémy, il dessine, il imagine, etc., et donc ça lui demande de faire des efforts sur plein de choses, en fait, c'est-à-dire de faire des recherches d'images, etc., je pense. Enfin, Jérémy, je te laisserai expliquer, mais moi, je trouve que tout le mérite lui revient de pouvoir, justement, de bien dessiner les choses pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Après, je voulais juste répondre à une deuxième question que je n'ai pas répondu tout à l'heure, sur le fait qu'il est très difficile pour moi de revenir aussi sur ce témoignage. C'est-à-dire que, malgré tout, c'est un parcours de souffrance. Ce n'est pas une chose que j'ai toujours voulu valoriser, en fait. C'est-à-dire que le message principal que j'essaie de faire passer aux jeunes, et aussi grâce à cette bande dessinée, c'est qu'avant tout, c'est surtout de la souffrance, en fait, ce parcours, et qu'il n'y a rien de valorisant. Et c'est aussi une chose que Jérémy a réussi à faire passer, je pense. C'est-à-dire qu'en lisant la bande dessinée, on se dit, mais quand même, ça ne fait pas envie, ça ne fait pas rêver. Et au contraire, c'est plutôt de nature à dégoûter, en tout cas, les jeunes d'imaginer avoir le même parcours. Donc c'était surtout cet objectif-là. Ouais, et donc, pour revenir à la question des images, parce que c'est vrai que c'était ce que disait Mourad, ce qui manquait parfois quand il intervenait dans les lycées, tout ça, cette possibilité de se projeter. Moi, je dois dire que j'ai fait un travail de documentation et d'archives assez important pour essayer de retrouver des images de l'Afghanistan d'avant 2001, donc d'avant le 11 septembre, donc qui est une Afghanistan déjà où il y avait les talibans. Mais mine de rien, moi, j'ai trouvé un certain nombre de reportages, en fait, des reportages de journalistes qui avaient été sur le terrain à ce moment-là. Parfois même à Jalalabad, parce que Jalalabad, c'est effectivement une des villes par laquelle passe Mourad, avant d'aller dans ce camp d'entraînement qui se trouve à Kandahar. Donc, je dois dire que j'ai quand même trouvé les images. J'ai aussi demandé à un ami qui était auteur de BD, qui avait été en Afghanistan, mais en 2003-2004, donc il avait été aussi à Jalalabad, il avait pris plein de photos, donc j'ai réussi tant bien que mal. Alors pour les camps d'entraînement, je dois dire qu'il y a des images, parce qu'en fait, à l'époque, ça n'a rien à voir avec les images de propagande de Daesh qui sont super bien faites, en 3D, etc. Mais vous trouvez quand même aussi des images de propagande de l'époque. D'ailleurs, je me souviens que Mourad m'avait raconté qu'il avait été amené aussi
à faire partie de ces vidéos. Enfin, voilà, c'est en tant qu'acteur plus ou moins. Mais on trouve effectivement des vidéos de propagande à l'époque où on voit des gens qui courent avec des cagoules, des fusils. Et la qualité est très mauvaise. Voilà, mais du coup, quand même, on a une idée quand même de ce camp d'entraînement par lequel est passé Mourad. Et donc voilà, c'est vrai que tout ça m'a bien servi. Après, effectivement, pour l'histoire des maisons d'accueil qu'on appelle Maddafa, là, qui se trouve à Djalabad, là, pour le coup, j'avais absolument rien parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, c'est secret et c'était juste impossible de trouver la moindre image là-dessus. Donc voilà, mais globalement, voilà, en fouillant les archives, même pour la suite, qui sera le 2e tome où on va à Guantanamo, etc. En cherchant, on finit toujours par trouver voilà, la documentation iconographique dont on a besoin. Il y a une chose qui apparaît pas en tout cas dans ce premier tome. C'est peut-être une question un peu douloureuse et vous n'êtes pas obligé d'y répondre, Mourad, mais on comprend d'après votre récit que, effectivement, comme vous avez dit, vous marchez un peu sur les pas d'un frère que vous admirez. Qui lui est, semble-t-il, en tout cas, bien dans une forme de radicalité assumée. Il est dans des réseaux, et d'ailleurs, c'est par ces réseaux qu'il vous fait partir, sans même, enfin, vous lui affirmez votre volonté de partir, mais vous savez pas ni pourquoi faire, et votre frère compte probablement sur le fait qu'en route, vous allez vous mettre les idées en place, en tout cas dans le sens que lui souhaite. Est-ce qu'à un moment, vous en avez voulu à ce frère, une fois sur place, en disant « mais dans quelle galère il m'a envoyé ?» Et je ne veux pas vous faire entrer dans des choses trop intimes, parce que je sais que c'est un sujet pas facile. Pour tout dire, d'abord, moi j'ai toujours voulu assumer mes responsabilités. Je trouve que c'est facile de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute de mon frère, c'est la faute des Américains, des Pakistanais, etc. Moi, je pense que c'est plus digne de faire les choses comme ça. J'en veux pas à ce frère parce que lorsqu'il me parle de l'Afghanistan, lui, il le fait en pensant que c'est une bonne chose, que c'est une bonne idée, de son point de vue, bien sûr. Alors, il le fait principalement pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que lui, il me dit à cette époque-là, quand j'ai 18 ans, il me dit ça quand j'ai 18 ans. En fait, c'est même bien plus tôt que ça. C'est à l'âge de 14-15 ans que mon frère me parle de l'Afghanistan et que lui-même revient de ce pays. Et bien sûr, quand il fait la description de ce pays, à l'entendre, c'est une description idyllique. Il ne parle pas de djihad, il ne parle pas de camp militaire, il parle de rivières, de montagnes. Il a une façon de décrire les choses. Et puis surtout, c'est un grand voyageur. C'est une personne pour qui j'ai énormément d'admiration, en fait, mon grand frère. Je pense même qu'il a pris la place de mon père. Et donc, quand il me parle de l'Afghanistan, alors moi, je suis très naïf parce que je ne connais pas grand-chose de ce pays. C'est un contexte particulier. Lui-même y a été, et je pense que c'est ça aussi qui est très important à comprendre. C'est que lui y a été, a passé plusieurs mois là-bas, et lorsqu'il revient, il n'est pas du tout embêté par les autorités, et puis il ne semble pas traumatisé. Donc, de mon point de vue, je me dis, bon, en fait, c'est pas mal. Alors, c'est flou, c'est bizarre, c'est pas un pays comme un autre, mais c'est ce qui excite quand on a 18 ans, en fait. C'est ça qui attire. Quand on n'a jamais voyagé de sa vie, quand on a l'occasion de faire plaisir à ce frère, quand on a envie de découvrir ce pays qui est mystérieux, parce que les journalistes aussi, hein, je pense que vous le savez mieux que moi, c'était aussi difficile pour eux d'y aller. Et donc, je lui fais confiance et je pars. Donc, je ne lui en veux pas parce qu'il ne m'a pas mis le couteau sous la gorge, il m'a proposé, j'aurais dû refuser. Après, là où ça a été compliqué, c'est que je constatais que ce grand frère ne regrettait pas. Il me disait, mais c'est pas grave, ça a été pour la bonne cause, tu as appris la religion, etc. Puis moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Je lui ai dit, mais si j'avais su, en fait. Et c'est ce si j'avais su que j'ai envie de partager aux jeunes, en fait, aujourd'hui. C'est que j'ai pas envie de les entendre dire ce si j'avais su à leur tour. Mais alors, justement, je vais rebondir là-dessus, et après, on demandera l'opinion de Jérémy, qui est plus extérieure. Là, je vais sortir de la question du frère, mais je vais plutôt parler du si j'avais su. À un moment, vous dites une phrase qui semble être le ressort de votre radicalité. Nizar, lui, enfin de votre volonté de partir, plutôt que de radicalité. C'est de votre volonté de partir. Nizar, lui, c'est la fascination pour les armes. Hein, c'est l'aventure des armes. Vous, c'est
faire quelque chose de grand, quoi, qui vous dépasse un petit peu, et vous dites, dire que je suis parti pour me la raconter. Hein, en fait, je suis parti pour se la raconter, et puis finalement, ça m'a emmené bien plus loin que ce que je pensais, mais il y a effectivement un concours de circonstances, et vous auriez très bien pu vous la raconter, c'est-à-dire revenir dans la banlieue de Lyon et dire, j'ai manié des armes, j'ai rencontré Ben Laden, et il ne s'est rien passé d'autre, parce qu'entre-temps, il n'y a pas le 11 septembre. Mais bon, comme il y a le 11 septembre, voilà. Et par quoi remplacer cette volonté d'avoir un destin que vous ne pourrez pas enlever à des jeunes de 18 ans? C'est-à-dire que, parlons des processus qui mènent à la radicalisation. Il y a quand même l'envie de vivre quelque chose, une aventure, dans une société qui ne vous propose pas d'aventure. Maintenant que vous êtes de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire vous traitez avec des gens qui sont passés par la radicalité et dans le but de les désengager, comme on dit. On ne parle plus de déradicalisation parce que ça ne marche pas, mais on parle de désengagement, c'est-à-dire de désengagement de la violence notamment. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme aventure à un jeune de 18 ans qui soit aussi fort que ce shoot-là, qui est participer à la grande histoire, combattre pour le bien, se sentir membre d'un groupe, d'une communauté, avoir des valeurs, savoir enfin où est le bien, le mal, etc. Je suis désolé pour ma question qui est un peu longue. Non, mais elle est très importante en fait. D'abord, moi je fais la distinction, comme vous l'avez fait, entre le désengagement et la prévention. Le désengagement, c'est des personnes qui ont déjà été sur zone et qui reviennent. Et donc leur raconter un parcours du djihad, ça ne sert à rien parce qu'ils sont... ils ont le leur. Ils connaissent même le djihad mieux que moi en fait. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, alors moi, je vais être sincère, je vais être très franc avec vous. Moi, j'ai rien à proposer en fait. J'ai pas la solution. Je ne sais pas ce qu'on pourrait leur proposer en échange. Et c'est tout le problème d'ailleurs. Tout ce que je peux faire, d'abord, je suis pas un donneur de leçons. Quand je vais voir les jeunes, je leur dis pas voilà le bien et le mal, voilà le bon islam du mauvais islam. Je vous conseille d'agir de telle ou telle manière. Je pense que les jeunes sont assez intelligents pour faire les choses à leur manière, en tout cas de comprendre ce qui est bien ou le mal par eux-mêmes. En revanche, je leur montre cette réalité du djihad. C'est-à-dire que je leur explique ok, vous voulez vous engager. Je peux l'entendre. C'est un âge d'ailleurs où on a envie de s'engager. Vous l'avez très bien dit. L'identité, on a besoin d'une identité forte. On a envie d'exister aussi. Enfin, des choses que j'ai moi-même vécues. Mais je voudrais simplement vous rappeler que vous êtes susceptible de vous retrouver en fait complice de groupes criminels. Et donc, c'est pas du tout la même forme d'engagement. Et c'est cette réalité-là que je leur apporte en fait en pleine figure, en leur disant mais réfléchissez. Mais je peux rien faire de plus en fait. Moi, quand je vais voir les jeunes, je leur dis mais je peux pas leur dire. Je peux rien leur dire de plus que faites attention, voilà la réalité de ce qui se passe là-bas. Après, chacun fait le choix qu'il a envie de faire. Et moi, je ne peux pas les empêcher de partir, d'abord parce que ce n'est pas mon travail. Et en tout cas, je ne suis pas agent de renseignement, je ne suis pas policier. Par contre, évidemment, le but, c'est de les dissuader, donc de leur montrer cette réalité-là, en espérant que ça leur fasse changer d'avis. Mais en effet, il me manque cette deuxième partie du problème, ou en tout cas de la solution, à savoir de leur proposer autre chose. Et d'ailleurs, c'est un argument que je les entends dire. Parce que les jeunes me disent, mais Mourad, d'accord, tu nous dis que le djihad, c'est pas une bonne idée, mais nous, on veut aider, on veut exister, on veut être aimé, on veut appartenir à un groupe, on veut défendre une cause forte dans laquelle on peut se reconnaître. Enfin, voilà. Et franchement, j'ai pas la réponse. Vous, Jérémy, c'est des questions que vous posez en rédigeant le roman. Et comment faire en sorte que ces questions qui sont extrêmement, j'allais dire abstraites, c'est pas le mot, mais extrêmement vastes, lourdes, se retrouvent dans une histoire qui a un côté assez divertissant aussi, parce que c'est le but, hein, c'est que ça avance, c'est comme un film, c'est comme une série. Vous pouvez pas vous arrêter et puis disserter pendant 1 heure sur la radicalisation, quels sont ses ressorts profonds, etc. Donc comment vous percevez ça déjà et puis comment vous le racontez?
Oui, alors je ne sais pas trop comment répondre à cette question qui me paraît un peu abstraite pour moi. Après, je dois dire que effectivement, je comprends tout à fait ce que Mourad veut dire en fait en disant bah moi ce que je peux apporter aux jeunes finalement c'est mon vécu. Et en fait, c'est effectivement la BD est faite de ça en fait, c'est-à-dire la BD c'est le vécu, c'est le regard croisé de ces deux jeunes, de ces deux hommes en 2001 qui partent et du coup tout ce qu'ils peuvent raconter de ce voyage et de leur motivation, de leur pensée sur le moment et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression que alors, j'en sais rien, je suis trop peut-être naïf pour me dire que ça pourrait se suffire en soi pour effectivement faire réfléchir. C'est un peu la volonté du livre. Après, je vais être honnête aussi, et ça, vous l'avez un peu rappelé dans la présentation du livre. Il y a aussi quelque chose qui me plaisait beaucoup dans cette histoire, c'était vraiment, voilà, moi j'ai un attrait pour l'histoire en général. J'aime quand elle est incarnée, effectivement, par des vies. Par des regards personnels comme ça. Et cette histoire était vraiment formidable pour ça aussi, parce qu'à travers leur destin aux deux, on passe justement de l'Afghanistan des talibans au camp d'entraînement d'Al-Qaïda, Ben Laden, et puis on arrive à Guantanamo. Enfin, tous les grands bouleversements qu'il y a eu au début du XXIe siècle. Maintenant, il y en a des nouveaux, mais voilà, sont vécus d'une manière ou d'une autre par ces deux hommes et leur regard. Et moi, c'était aussi beaucoup ça qui m'intéressait. Après, effectivement, moi, la première fois que j'ai entendu parler de leur histoire, moi, ça m'a fait tout de suite écho avec ces départs en Syrie. Ce que je pourrais noter aussi, ce qui me paraît aussi assez intéressant, parce que c'est vrai que, en fait, quand Mourad et Nizar parlent du moment où ils vont partir, et souvent ils disent, enfin, je crois que c'est peut-être plus Nizar qui a pu le dire, mais voilà, que c'était très enclavé, en fait, Vénissieux à l'époque. C'est-à-dire, quand j'y suis allé, moi, il y avait le tramway. Donc le tramway rejoint Vénissieux à Lyon, mais à leur époque, le tramway n'était même pas là, donc ils étaient dans un environnement très cloisonné. C'est vrai qu'à l'époque, aller à Lyon, c'était voilà, exactement. Un fantasme. Et il n'y avait pas Internet, en fait. Centre-ville. Il n'y avait pas non plus Internet. Donc c'est vrai que dans ces environnements très cloisonnés comme ça, je peux tout à fait comprendre que ce que va raconter un grand frère, bon, il y a la télé quand même, mais ce que va raconter un grand frère, on va peut-être plus l'entendre parce qu'on n'a pas forcément d'autres sources pour corroborer, se dire c'est bien, c'est pas bien. Et pourtant, finalement, aujourd'hui, les environnements le sont moins. Il y a le tramway à Vénissieux, mais bon, sinon, il y a Internet. Et malgré ça, finalement, Internet est plus devenu une source de recrutement aussi pour le djihad. Donc, en fait, ça n'a pas forcément aidé. Et c'est pourtant assez surprenant parce que, finalement, les raisons, il y a toujours parfois des problèmes identitaires qui provoquent cela. Mais sinon, les raisons, elles changent aussi parfois. Les raisons, elles sont effectivement très multiples. Moi, il y a une chose qui me frappe. Et c'est un peu mon dernier point avant de passer la parole à la salle. Et puis, je crois qu'on peut aussi montrer effectivement des planches, si vous voulez commencer à les faire défiler. Ah, c'est moi, d'accord, pardon. Ok, autant pour moi. Donc voilà, on pourra les commenter. On parlait du centre de Lyon, TCL. C'est la régie des transports. Cette volonté d'être quelqu'un, elle est partagée. Par contre, moi, ce qui me frappe, c'est notamment le fait que ni Nizar, ni Mourad, la propagande ne semble prendre sur eux. Et pas seulement la propagande, mais carrément le lavage de cerveau. Parce qu'en en fait, ils racontent assez bien comment, dans le camp d'entraînement, on vous épuise physiquement en faisant des exercices d'entraînement intensifs. Et puis, on commence tout ça par une récitation du Coran et un apprentissage chaque jour d'une nouvelle sourate. Et puis, le soir, on fait une conférence sur comment les Américains sont méchants et dominent le monde. Le lendemain, comment c'est les Juifs. Le vendredi, il y a le prêche, etc. Donc, au bout d'un moment, vous dites... on bascule dans le terrorisme et je m'en rends pas compte. Vous vous en rendez pas compte, mais en fait, vous basculez pas dans le terrorisme. Et ça, qu'est-ce qui vous distingue des autres, Nizar et vous, pour que, en fait, ça marche pas, quoi. D'ailleurs, vous allez voir le cher, le chef du camp, en lui disant, on va rentrer à la maison, ce qui a le don de l'énerver un petit peu.
Euh, alors d'abord, je ne suis pas un héros, même si c'est le terme que vous avez employé au début. Je ne suis pas un héros et je ne suis pas surhumain. Pourquoi je ne me radicalise pas? Pour la simple et bonne raison que d'abord, je ne reste pas si longtemps dans ce camp. J'y reste 2 mois. Alors c'est beaucoup, mais c'est à la fois peut-être... Enfin, en tout cas, ça n'a pas été suffisamment... Ça n'a pas été suffisamment pour moi, en tout cas, pour croire à cette propagande. La deuxième chose, c'est que je ne parle pas l'arabe. Bon, ça crée un peu de distance. La troisième chose, c'est que malgré tout, j'ai grandi avec des principes religieux, même si je n'étais pas très pratiquant, pardon, même pas, voire pas pratiquant du tout, malgré que j'avais un père qui était imam, mais bon, il m'a jamais rien appris, mon père. C'est comme ça. Et donc, quand j'écoute cette propagande, je suis fasciné et je ne comprends pas pourquoi des jeunes adhéraient aux thèses les plus radicales que je pouvais entendre d'Oussama Ben Laden, par exemple, lorsqu'il prenait les attentats suicides. Quand je voyais des personnes expliquer que la guerre, elle peut être parfois asymétrique, que poser des bombes, faire des attentats, c'est un outil comme un autre. Pour moi, c'est tellement grave qu'il me faut, j'ai pas besoin d'être convaincu à 50 ou 100%, mais à 300% en fait. Et il me faut m'apporter de réels arguments religieux, sauf que je les ai pas vus en fait, ces arguments. C'est-à-dire que j'ai compris assez rapidement que les pères idéologiques de ces thèses avaient très peu d'arguments religieux. Mais jusqu'à aujourd'hui, franchement, sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut adhérer à ces thèses aussi facilement. Comment j'ai pu voir, moi, dans ce camp d'entraînement, des jeunes y passer en 2 mois et adhérer, par exemple, au djihad, etc. Bon, c'était pas mon cas. Après, donc c'est un miracle, j'ai envie de dire, c'est presque un miracle. Parce que si j'étais resté 6 mois dans ce camp, ou dans 1 an, je suis sincère avec vous, ils auraient peut-être fini par me convaincre. En fait, je ne sais pas. La deuxième chose, c'est je ne suis pas sorti djihadiste et je ne suis pas sorti non plus radicalisé. Bon, après là, c'est la deuxième partie sur Guantanamo, parce que j'aurais pu aussi basculer dans la radicalisation, mais c'est aussi parce que j'ai essayé de faire la part des choses. Mais bon, ça, ce sera dans le tome 2. On ne va pas le spoiler. Je vais spoiler. Non, mais tu peux. Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait penser 2 choses, en fait, en regardant mon parcours. D'une part, c'est que j'aurais pu sortir radicalisé et puis idéologisé. Mais bon, par miracle, j'ai échappé à ces 2 choses pour des raisons très complexes. Et aussi parce que j'ai toujours essayé de faire la part des choses, même si ce n'est pas le chemin le plus facile. J'ai essayé de comprendre la position des Américains lorsqu'ils ont créé cette prison de Guantanamo. J'ai essayé de comprendre leur position lorsqu'ils sont intervenus à la suite des attentats du 11 septembre. Et je comprenais en fait que ma petite histoire se noyait dans une grande histoire. Mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est tellement difficile de traiter de ce phénomène, que ce soit comme praticien. Je parle là pour le coup des personnels pénitentiaires, des juges, des gens qui s'occupent de réinsertion ou de prévention, y compris des policiers. Parce que c'est un phénomène tellement multifactoriel. On voit bien que Nizar, lui, il y arrive plutôt par un parcours un peu délinquant, un peu aventureux. Alors, est-ce qu'il y a une volonté de racheter tout ça à travers la religion? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a une grosse fascination pour les armes. J'y reviens, mais c'est mentionné quand même assez régulièrement dans le livre. Il y en a d'autres, c'est le rapport au père, d'autres c'est le rapport à la religion, d'autres c'est le rapport au pays d'origine. Et puis il y a ceux qui sont radicaux tout court et qui cherchent une cause à leur radicalité. C'est le fameux débat entre Keppel et Roy, où Roy dit il y a des gens qui sont prédisposés à la violence et ensuite ils l'habillent de religion. Mais de toute façon, s'ils n'avaient pas fini dans le djihad, ils auraient fini probablement dans le grand banditisme ou dans l'ultra-gauche terroriste dans les années 70. Donc c'était ce qui compte, c'est leur rapport à la radicalité violente, beaucoup plus, et donc c'est beaucoup plus politique que religieux à proprement dit. Et puis après, il y a aussi des âges. Il y a un certain âge, vous êtes sensible à quelque chose et absolu. Et puis 3 ans plus tard, vous vous regardez en disant mais qu'est-ce que j'étais aujourd'hui, je ne me comprends pas. Donc désolé pour cette espèce de long dégagement, mais voilà quoi. D'ailleurs, juste pour répondre à ça, en fait. Une des choses qui m'a marqué aussi dans ce parcours, c'est que je me retrouve dans un camp d'entraînement
les armes à la main, au bout d'une semaine à peine, en ayant quitté les tours des Maguettes. Moi, franchement, j'étais pas violent, j'étais pas méchant. Hein. Enfin, moi, j'ai pas eu de passé de délinquance, j'ai jamais frappé qui que ce soit. J'étais d'ailleurs plutôt quelqu'un de peureux, de maigre, j'étais complexé par mon poids. Enfin, j'étais pas du tout un bagarreur en fait. Mais je me retrouve au bout d'une semaine à peine, j'ai pas le temps de comprendre ce qui m'arrive, que j'ai une Kalachnikov entre les mains et j'ai des personnes qui m'expliquent qu'il faut faire le djihad et que c'est une obligation religieuse. Et je comprends en fait qu'il n'y a pas besoin d'être un salopard, qu'il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de foncièrement mauvais ou violent pour se retrouver dans ce genre de situation. Alors ça excuse rien, hein. Après, pour ceux qui passent à l'acte et qui commettent des attentats, c'est pas la chose. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, c'est des circonstances qui font qu'on est amené à se retrouver dans telle ou telle situation. Et j'étais d'ailleurs, et puis je terminerai avec une deuxième chose qui m'a aussi frappé, c'est que dans ce camp d'entraînement, je voyais beaucoup de personnes qui étaient venues au départ dans une espèce d'idéalisation du djihad, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils arrivent en se disant, ben moi je viens de défendre une cause, par exemple la cause palestinienne, la cause bosniaque ou tchétchène. Il y avait même des Tchétchènes qui disaient qu'ils venaient pour apprendre à se battre et pour aller en découdre plus tard avec l'armée russe, qui avait, de leur point de vue, occupé leur territoire, etc. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une espèce de guerre, entre guillemets, presque conventionnelle. Si nationaliste. Nationaliste, quoi. Et puis quand ils arrivent sur place, dans ce camp d'entraînement, Oussama Ben Laden et les instructeurs de ce camp leur disent mais la cause palestinienne, c'est pas notre cause, en fait. La cause tchétchène ou bosniaque, c'est pas notre cause. On n'a qu'une seule cause qui en vaut la peine, c'est la charia. Et au nom de cette charia, en fait, on ne peut que l'imposer. Et il faut l'imposer par la force. Et les ennemis des musulmans sont tellement puissants que la fin justifie les moyens. Que dans le Coran, il y a la loi du talion. Et qu'en fait, si des mécréants tuent des musulmans, eh ben nous, on peut tuer des musulmans, on peut tuer des mécréants comme eux tuent des musulmans. C'était un raisonnement extrêmement simpliste. Et c'est pour ça qu'il était destructeur, en fait. Et voilà, c'est vraiment une chose qui m'a frappé. Après, on a l'impression que, comment dire, le phénomène de groupe joue beaucoup dans l'adhésion à un moment à un groupe djihadiste. Mais dans votre cas, c'est le phénomène de groupe avec Nizar Sassi qui a joué contre. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre n'a l'air très convaincu et que savoir que l'autre était là était comme une sorte de sécurité, un peu, pour pouvoir s'appuyer sur lui dans le projet notamment de rentrer. Bah, moi, justement, là-dessus, je trouvais ça intéressant parce que, effectivement, ça, j'avais pas compris d'ailleurs dans l'émission dont je parlais, qui m'avait inspiré ensuite ce livre. Je pensais qu'ils étaient amis, en fait. Et je trouve que c'est effectivement intéressant que vous ne l'étiez pas du tout, en fait, parce que bon, pour toi, c'était déjà un peu une sorte de grand frère, d'une certaine manière. Il avait 2-3 ans de plus. Et en fait, moi, les entretiens que j'ai eus à chaque fois, c'était l'un puis l'autre. Enfin, je les ai vus en fait ensemble que lors de la promo du livre, mais sinon je les ai jamais vraiment vus ensemble, alors qu'ils sont tout le temps ensemble dans leurs souvenirs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, en fait, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que autant l'un que l'autre me disait que ils se supportaient pas du tout au début, et finalement, c'est au fur et à mesure des obstacles, ça les a soudés en fait. Et peut-être en fait que, comme vous le disiez, ça les a un peu peut-être ligués contre ce qu'ils étaient en train de vivre, et du coup, ça leur a peut-être permis aussi de se créer un petit groupe dans le groupe. Mais c'est vrai que ça part pas forcément comme ça au début, non? En fait, c'est ça. Il y a des dynamiques en fait qu'on n'imagine pas ou qu'on n'appréhende pas sans l'avoir vécu. C'est-à-dire que dans ce camp d'entraînement, en fait, l'effet de groupe, il est très très important. C'est-à-dire que nous, on est Européens, on a la réputation d'être des petites natures. Il y a les Saoudiens, les Yéménites, etc., qui se moquent de nous en disant vous êtes des faibles, vous êtes des peureux, vous les Européens. Et simplement pour cette raison-là, on se force en fait. D'abord, on comprend qu'on n'a pas le choix, mais en même temps, ça encourage finalement. On se dit, on est obligé de faire cet entraînement militaire, on ne nous laisse pas le choix. Mais on ne peut pas se mettre non plus à pleurnicher et à trop protester. D'abord parce que ça peut être dangereux, mais en plus, c'est la honte en fait. Et donc cet effet de groupe, il nous entraîne dans cette machine. Il participe à cet embrigadement. Mais moi, je l'ai compris plus tard en fait, que ça avait beaucoup participé à tout ça. Parce que dans ce camp d'entraînement, on fait l'entraînement comme tout le monde. Mais on le fait aussi à cause de cet effet de groupe. D'accord, oui, mais c'est-à-dire que même en réaction au groupe, on peut se retrouver à faire de la surenchère. Oui, parce que c'est des relations humaines avant tout. Parce qu'on est jeunes, on est entre jeunes.
Et donc on se dit, bon ben, ok, je suis peut-être pas d'accord avec la façon de penser, mais en je vais même lui temps, montrer que je suis pas une mauviette. voilà, exactement. Je suis obligé en fait. C'est surtout que j'ai pas le choix. On va se moquer de moi. Voilà, je peux pas. Et puis il y avait la réputation. Enfin, il y a un détail aussi qui est aussi important. Alors là, c'est plus le côté menace que effet de groupe, c'est-à-dire qu'il y avait des rumeurs de personnes qui étaient considérées comme des espions et donc qui auraient été en tout cas exécutées par les talibans parce qu'elles auraient espionné, elles étaient là pour le compte de la CIA par exemple, etc. Et donc ça participait aussi à cet effet de groupe. C'est-à-dire qu'on se dit, mais si on ne joue pas de jeu, on ne fait pas les entraînements comme les autres, ben en fait ça peut être dangereux. On va être perçu comme des personnes qui sont étrangères, et donc si elles sont étrangères, elles sont forcément là comme des ennemis, elles vont être perçues comme des ennemis, ou en tout cas, ou peut-être potentiellement comme des espions. Et donc on est obligé de faire un peu semblant, presque semblant, presque de croire à la propagande, parce qu'on se dit, il ne faut rien laisser paraître, ça peut être dangereux en fait. Donc voilà, à travers les planches, vous voyez un peu, notamment celle en haut à gauche, où Nizar, Sassi et Mourad ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde. Ce que je vous propose, c'est qu'il nous reste un tout petit peu de temps pour quelques questions peut-être. Donc le mieux, c'est de vous donner la parole à vous. Si vous avez des questions, des remarques, on est en petit comité, donc sentez-vous à l'aise. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être les seuls à douter? Est-ce qu'autour de vous, les autres étaient convaincus, même si vous ne parliez pas la même langue, même si vous n'étiez pas tous très musulmans, un peu musulmans, radical ou pas? Est-ce que vous avez eu l'impression de détonner dans ce milieu? Et est-ce que vous avez eu connaissance d'autres jeunes qui ont déclaré à l'imam qu'ils voulaient partir? Oui, on était. Alors, il y avait de tout dans ce camp. Hein. Il y avait des personnes qui considéraient, qui voulaient vivre en Afghanistan, parce qu'ils considéraient, de leur point de vue, que l'État islamique des talibans, c'était leur idéal. Bon, c'était simple, c'était aussi simple que ça. Il y en avait, comme j'ai dit tout à l'heure, des personnes qui voulaient apprendre à se battre parce qu'ils voulaient défendre d'autres causes de l'extérieur qui n'avaient rien à voir au départ avec le djihad, c'était plutôt des causes nationalistes. Et puis il y avait plein d'Européens qui s'étaient retrouvés embarqués, embrigadés. Et pour plein de raisons différentes. Il y a un Yéménite qui raconte qu'il s'est retrouvé là, mais c'était à mourir de rire. Lui, il disait qu'il vendait de la drogue dans son pays et que son père, il l'a envoyé en Afghanistan en pensant que ça le remettrait dans la religion. Mais franchement, lui, il n'avait rien à faire dans ce camp. Mais c'était aussi une réalité. Alors franchement, ce n'était pas la majorité, je ne vais pas vous mentir. Ce n'était pas la majorité. Après, franchement, je n'ai pas envie non plus de me survaloriser. Parce qu'on va se dire, mais tiens, Mourad, comme par hasard, il fait partie de ceux qui se mettent en retrait, etc. Franchement, je vous l'ai dit, moi, je suis resté que 2 mois dans ce camp. Et puis je suis reparti. Je me suis retrouvé dans ce camp en même pas une semaine. C'est ça qui fait la différence. Puis moi, j'ai un grand frère qui avait été en Afghanistan et tout. Mais franchement, si j'étais resté 6 mois dans ce camp, j'aurais été peut-être, je ne suis pas infaillible, convaincu comme les autres. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me souviens très bien, et ça aussi, c'est raconté dans la bande dessinée, il y a une espèce de file d'attente devant le bureau de l'émir du camp, de personnes qui, en fait, cherchent des prétextes pour ne pas faire l'entraînement, parce que l'émir, il est très clair. Hein. Il dit que c'est un entraînement qui dure 60 jours, que c'est une obligation religieuse et qu'il y a les talibans qui combattent au nord de Kaboul et que ce serait bien d'aller combattre à leur côté et donc que nous devrions être des nouvelles recrues. Alors l'émir, il refuse systématiquement et c'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'il explique qu'il a mis cette règle parce qu'il voyait bien qu'il y avait des déserteurs. Mais on voit bien aussi que, et c'est ça, je trouve ça très intéressant, alors pour le coup en tant que spécialiste du djihadisme, on voit bien qu'il y a une sorte de vivier et qu'Al-Qaïda va recruter ceux qu'il estime réellement motivés et qui aguerrit. C'est-à-dire, et Al-Qaïda ne vous oblige à rien. C'est-à-dire, il vous lave le cerveau, mais si à la fin vous dites non mais moi, pas de djihad, il vous laisse rentrer. Par contre, il se peut très bien qu'un jour, il vous rappelle ou qu'il vous envoie un type qui va vous dire héberge-moi pour la nuit, j'en ai besoin, etc. Tu peux pas me faire ça. Et effectivement, vous vous sentez quand même pris par des solidarités,
des connaissances ou une culpabilité ou le fait que vous n'avez pas envie qu'on vous dénonce, peu importe. Mais ils vous obligent pas. Et c'est eux qui sélectionnent parmi les meilleurs, parmi les plus motivés, parmi ceux qui semblent réellement croire au djihad mondial. Et notamment, c'est comme ça que on croise l'un des Tunisiens, ou tuniso-belges, qui participe à l'attentat suicide contre Massoud, qui a lieu exactement 48 heures avant les attentats du 11 septembre. Et qui sont un peu un prélude, parce que Ben Laden avait tout calculé, s'était dit que en tuant Massoud, il désorganisait et abattait toute résistance intérieure en Afghanistan et fera en sorte qu'une invasion n'était pas possible, en tout cas pas avec le soutien d'une force intérieure en Afghanistan pour les Américains. Donc il enlevait un point d'appui pour les Américains avant de commettre son attaque contre les Américains, parce qu'il savait très bien qu'ils viendraient le chercher en Afghanistan. D'ailleurs, je dois dire à ce propos-là, moi, ce qui m'a, enfin, quand Mourad et Nizar me racontaient leur histoire justement en Afghanistan, il y a effectivement un quatrième, on devrait dire, interlocuteur dans le livre, qui est un ancien agent du FBI, Ali Soufan, qui connaissait bien en fait tous ces réseaux et toute cette organisation avant le 11 septembre, puisque lui, il était déjà sur la piste de Ben Laden avant ça. Et effectivement, je l'ai interviewé pour le livre parce que j'avais très envie de comprendre à travers le témoignage de Mourad et Nizar, mais j'avais envie de comprendre comment se passait l'organisation sur place. Et c'est vrai que quand on essaie de décortiquer, c'était pas un bloc avec que Al-Qaïda, qu'il y avait effectivement différentes filières, notamment Mourad et Nizar, ils arrivent dans la maison des Algériens, qui est une maison d'accueil que pour les Algériens. Je crois que s'ils étaient arrivés quelques semaines avant, ils auraient été dans un autre camp d'entraînement, mais que ces camps d'entraînement avaient fermé entre-temps suite à la menace des Américains. Enfin, j'avais vraiment envie de comprendre aussi, avoir une vision un peu distancière en fait, par rapport à celle que me procurait Mourad et Nizar, qui était vraiment celle du terrain, d'avoir quelque chose avec un peu plus de distance. Et voilà, c'est aussi une des volontés que j'ai voulu apporter, notamment pour ce premier volume, et voilà, qui continue ensuite dans le deuxième. On a aussi d'autres interlocuteurs qui donnent une vision un peu plus distancière. Voilà. Oui, merci pour cette présentation. Moi, ma question porte un petit peu sur l'après, c'est-à-dire quand vous êtes revenu et le travail que vous faites aujourd'hui auprès des jeunes que vous avez décrit un peu tout à l'heure, et avec la question qui vous était posée de la façon dont c'est ressenti finalement par les jeunes. Alors, vous avez bien dit, je ne suis pas donneur de leçons, je peux simplement finalement leur faire part de mon expérience à moi et si j'avais su, de se rendre compte quelle est cette réalité. Et ma question du coup, c'est les jeunes, en fait, par rapport à ça que vous avez en face de vous, quelle force de conviction ce message a-t-il vis-à-vis d'eux? Comment est-ce qu'ils le ressentent? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de distance en disant oui, mais lui, il est tellement convaincu du contraire que en fait, je ne l'écoute pas parce que moi, je veux y aller jusqu'au bout. Comment ça se passe, en fait, cette perception? Alors moi franchement, je serais très modeste sur mon pouvoir de conviction et de... Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas le pouvoir de faire changer d'avis qui que ce soit. Sinon, je vendrais la recette très très cher. Je sais qu'elle est très recherchée par toutes les personnes qui essaient de se protéger du terrorisme. J'aurais été très riche. Mais je n'ai pas cette chance-là, je n'ai pas ce pouvoir-là. Et c'est arrivé d'ailleurs l'exemple que vous donnez des personnes qui disent mais de toute façon c'est un traître, il est invité par la mairie, il est invité par une association, donc il fait partie de ce système, etc. Il est intégré à la République, patati patata, et donc il n'est pas crédible. Ça arrive. Pas souvent, heureusement, mais ça arrive. C'est pour ça que la posture, elle est très importante. Moi, je leur dis, je vais vous raconter mon parcours. Si vous voulez le jeter en sortant, en partant, vous faites comme vous voulez. Et franchement, en faisant ça, j'ai remarqué que ça fonctionnait bien. Parce qu'ils se disent, Mourad, déjà, il a souffert, et cette souffrance, il la met de côté pour venir nous parler. Déjà, ça, c'est honorable. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne vient pas nous faire la morale. Il nous raconte son parcours, et il s'arrête à ça. Et moi, pourquoi j'ai eu cette posture-là? C'est très simple, parce que je l'ai vécu. Quand j'arrive à Fleury-Mérogis, la directrice de la prison m'impose, je ne l'ai pas demandé, de voir l'aumônier parce qu'elle est convaincue que je suis radicalisé. Donc elle se dit, donc je rencontre l'aumônier qui me fait la morale pendant 2 heures. J'ai détesté ce moment.
Il me dit, mais il ne faut pas se radicaliser, le djihad, c'est pas bien, etc. Je lui dis, mais monsieur, vous ne me connaissez pas, pourquoi vous me faites la morale? D'abord, vous ne savez pas moi ce que j'en pense, et puis pourquoi vous partez du principe que je suis radicalisé à cause de mon parcours, etc. Enfin, j'ai détesté ce moment. Et je me suis juré qu'à partir de ce jour-là, si j'avais l'occasion, moi, de témoigner, de raconter mon parcours, je le ferais de n'importe quelle manière, sauf de celle-là. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu des retours de jeunes, de personnes qui disent que mon témoignage ne les a pas laissés indemnes. Moi, je le vois plus comme, c'est une image qui est souvent utilisée par des gens qui témoignent, comme une graine qu'on plante et puis après elle germe, ou pas d'ailleurs, des années parfois même plus tard. Donc moi, mon témoignage, vraiment, je le limite à ça. Voilà, je raconte mon témoignage, après il laisse des traces ou pas, mais il a simplement le mérite d'être réel, basé sur le réel. Voilà. Moi, je vais me permettre quand même d'ajouter une chose, c'est que Mourad, il a une crédibilité assez rare, qui est d'avoir, certes dans des conditions assez rocambolesques, et il n'a pas cherché, mais vu Ben Laden plusieurs fois. Moi, un jour, j'écrirai un roman graphique où je vous raconterai comment Ben Laden n'a pas voulu me voir. Mais disons comment je l'ai raté. Mais parce que j'ai essayé, je lui ai écrit une lettre et tout. Et en fait, l'intermédiaire, un jour, a fini par me dire « L'homme que je ne connais pas, il ne veut pas te voir. » Puisqu'il m'avait dit « Je ne le connais pas. » Mais en fait, il a fait passer la lettre et il m'avait répondu ça. Bref. N'empêche que c'est une crédibilité relativement rare qui fait que vous pouvez pas vous dire ouais il a vaguement mis 2 orteils et puis il y connaît pas grand chose, etc. Il a accédé à l'homme qui incarne jusqu'à aujourd'hui toutes ces valeurs-là du djihad, d'un djihad extrêmement violent, terroriste, etc., etc. Et ça, je pense que... D'ailleurs, on le voit bien dans le roman. Il y a un passage où il est dans une salle de classe, et puis il raconte ça, et donc que c'est la visite qu'on voit là, qu'il voit Ben Laden et son adjoint Zawahiri, qui est encore vivant et qui est aujourd'hui le successeur de Ben Laden à la tête d'Al-Qaïda. Et il y a d'un coup la classe là s'arrête quoi. Et puis là ils disent waouh lourd. Genre c'est du vrai quoi. Juste une petite question pour vous deux du coup. Les efforts que vous faites par rapport aux jeunes qui seraient plus ou moins radicalisés, est-ce que c'est du one shoot ou est-ce que vous les suivez plusieurs mois ou plusieurs années, un petit peu comme des éducateurs voilà. Ou est-ce que non, c'est juste parler dans une classe ou parler dans une association et c'est ces associations-là qui se chargent de faire les accompagnements au long cours. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais dire que on a l'impression que ce travail de prévention, il est facile en fait pour moi. Alors d'abord, j'aimerais dire que c'est pas le cas. C'est-à-dire que en fait, j'ai une difficulté dont j'aimerais vous partager, c'est que je n'arrive pas toujours à accéder aux écoles. Hein. J'ai des professeurs, des chefs d'établissement, des gens qui me craignent parce qu'ils se limitent aux apparences, ils se fient aux apparences. Ils se disent, mais ce mec, c'est un ancien de Guantanamo, on ne peut pas lui faire confiance, son discours peut être ambigu, enfin, c'est suspect. Donc d'abord, ce travail de prévention, j'aimerais le faire davantage que je ne le fais déjà. Et c'est pas possible. Mais c'est comme ça, je fais avec. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en effet, j'ai jamais eu jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, l'occasion de pouvoir rencontrer les mêmes élèves plusieurs fois. C'est jamais arrivé. Et je pense qu'en effet, ça aurait été bien, parce qu'après, ça permet de rebondir, d'approfondir le débat. Mais non, ça n'a pas été possible, parce que déjà, une seule réunion, je vous jure que c'est très difficile à organiser. Par exemple, juste, et ça complète ce que je disais juste avant, il y a des écoles où je suis obligé de rencontrer d'abord les parents d'élèves et les chefs d'établissement pour pouvoir venir, pour les rassurer, pour leur dire ben voilà ce que je vais dire à vos élèves, etc. Donc c'est déjà un long travail de préparation pour une seule rencontre.
Et moi, ça me demande un effort considérable. Franchement, c'est difficile. Et puis, des fois, j'ai pas le temps et tout. Donc, malheureusement, ce travail de prévention, il est très, très laborieux, hein, malgré les apparences. Parce que là, j'en parle, on a l'impression que, voilà, que ma voix, elle est portée par tout le monde. Enfin, et puis, sans parler des autorités, des politiques, etc. C'est des personnes qui m'ont jamais aidé ou facilité les choses, hein. J'ai des préfectures qui refusent mon témoignage parce qu'ils disent mais c'est sensible. Par exemple, au des rectorats, voilà. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pu expérimenter avec la sortie du livre, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques interventions, notamment dans des lycées qu'on devait potentiellement faire à deux, où effectivement, je l'ai fait seul aussi parce que Mourad n'avait pas eu l'accès. Alors là, c'était plus d'un point de vue de la préfecture, mais c'est vrai que moi-même, je pense, je suis un peu tombé des nues là-dessus, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué et que, alors parfois, ça l'est pas du tout aussi, hein, ça peut arriver, mais parfois, effectivement, dans certains endroits, c'est compliqué de le faire témoigner. Du coup, je vais me permettre de revenir encore, parce que ça m'a. Là, je ne m'attendais pas à cette réponse-là. C'est vrai que ça m'intrigue assez, parce que dès qu'on se met dans une responsabilité dans une association musulmane quelconque, on est tout de suite contacté par ce qu'on appelle renseignement LRG, qui sont maintenant en fait les renseignements territoriaux. Voilà, donc par la gendarmerie en fait de la ville où on est. Et la problématique du djihadisme, elle est récurrente, que ce soit dans les discours de l'imam qui est choisi, comme on dit, ou dans les activités connexes des associations musulmanes. J'entends là les mosquées en fait. Et du coup, ça m'interpelle parce qu'on a vraiment cette prégnance-là du point de vue des préfectures et de la gendarmerie. Mais vous faites ce travail-là. Or, nous, on ne peut pas le faire. Enfin, moi, je leur ai souvent répondu que ce n'était pas notre rôle. Je suis désolé, on ne vous entend pas très bien, mais en plus, il va falloir qu'on rende la salle. Donc, comment ça se fait qu'il n'y a pas une. Comment ça se fait que vous avez des difficultés vis-à-vis de ça, alors que c'est ce que demande justement finalement. Parce que je vous dis, parce que je pense que ce qu'a essayé de vous expliquer, enfin, je me permets, mais c'est que vous avez affaire à un appareil d'État extrêmement lourd, extrêmement craintif, qui, en plus, il suffit de présenter Mourad comme un ancien djihadiste, ce qui n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a séjourné dans des camps djihadistes et qui a été pris pour un djihadiste et ensuite incarcéré pour ça. Mais par facilité et fallacieuse, vous avez des gens qui le présentent comme un ancien djihadiste. Et là, on va vous dire quoi? Un ancien djihadiste en contact avec des mineurs? Je ne prends pas cette responsabilité-là parce que vous avez aujourd'hui un appareil d'État qui est terrifié par cette question-là et qui va se dire, moi, j'ai pas envie de me retrouver aux 20h avec une polémique, Blanquer qui me tombe dessus, etc., parce que je l'ai invité. Et ils n'ont pas forcément pris la peine de lire son livre. Alors peut-être qu'un roman graphique se lira plus rapidement qu'un livre, mais si c'est pour il suffit que quelqu'un le présente en disant, écoutez, je connais un ancien djihadiste, c'est super et tout, on va dire non, moi j'ai pas envie d'avoir ça dans ma classe. Je vais avoir tous les parents d'élèves sur le dos, le 20h de TF1 et c'est fini ma carrière. Donc vous avez ça. Ensuite vous avez, qu'est-ce qu'on dit au préfet? Il y a un ancien djihadiste qui va venir témoigner. Bon non. Point. Je le connais pas, je maîtrise pas, zéro risque. Donc voilà, c'est une question politique, c'est juste ça. Après, si vous le connaissez personnellement, évidemment, il suffit d'avoir vu une conférence et c'est bon. Mais le problème, c'est que tout l'appareil d'État n'est pas au courant, ne connaît pas son parcours, que aujourd'hui, les gens qui touchent à cette matière-là, c'est quasiment 30 à 50 000 personnes d'une manière ou d'une autre, puisque vous intégrez toute l'éducation nationale dedans, depuis l'affaire Paty, etc. Donc voilà, c'est ça qui explique ça. Et je vous dis, c'est cette présentation fallacieuse d'anciens djihadistes. Alors on va terminer sur cette dernière planche qui nous mènera au tome 2, qui sort en septembre. Mi-septembre, voilà. Voilà, le 11. Non. Je crois que c'est le 18. Mais c'est malin. C'est vraiment malin. Le 28
21e anniversaire. C'est de ma part que c'est pas malin. Je rigolais. Je vous remercie d'avoir été là. Pour ceux qui veulent dédicacer leur exemplaire, en fait, ça avait lieu avant. C'est relativement rare de faire une dédicace avant une rencontre, mais on peut le faire sur le pouce ou sur le trottoir une fois qu'on aura évacué la salle, parce qu'il y a des heures de fermeture et qu'on remercie quand même l'hôtel de ville de nous prêter ses locaux. Voilà, je vous remercie d'avoir été là et surtout en leur nom.